bien voilà, nous continuons donc notre après-midi de rencontre au Café des Libraires. Et le libraire sur ce plateau s'appelle Renaud Junillon. Il est co-gérant avec Alain Bélier de la librairie Luciole, qui a été créée en 1976 et implantée à Vienne dans l'Isère. Et je dois dire que cette librairie est partenaire du Festival America depuis le début, grâce aussi à son fondateur qui est quelque part par là et qui anime des débats lui aussi. Alors là, on va découvrir un plateau qui s'intitule Narco America. Ce sont des thèmes qui sont un petit peu mis comme ça pour la présentation de chaque plateau par l'équipe organisatrice. Je vais peut-être te laisser, Renaud, revenir là-dessus parce que je sais que tu as quelque chose à dire. Oui, je voulais juste... bonjour à toutes et à tous. Je voulais justement pour rebondir sur le thème de cette table Narco America, revenir sur des chiffres, enfin une information qui fait assez froid dans le dos et que vous n'avez sans doute pas en tête, mais au mois de mai dernier, les autorités sanitaires américaines ont publié des données préliminaires en fait, sur une étude qui établissait que les États-Unis avaient enregistré en 2021 pas moins de 107 000 morts par overdose, soit une augmentation de 15% par rapport à l'année dernière, qui était déjà en augmentation par rapport à celle d'avant. Donc, vous avez plus de 70 000 personnes d'overdose qui sont liées aux opiacés de synthèse comme le fentanyl par exemple, la méthamphétamine, la cocaïne et l'héroïne. Je voulais juste le préciser parce que c'est des choses dont on va parler un petit peu avec nos auteurs. Cela signifie que depuis que nous avons commencé à parler, depuis 5 minutes, il y a déjà eu un mort par overdose aux États-Unis. Eh ben, ça nous met dans l'ambiance. Hein. Merci Renaud, c'était bien de le préciser. Alors, avec nous sur ce plateau, Ryan Gatiss, qui est interprété par Margaret Denham, qui est une interprète professionnelle et une fidèle du festival. Ryan Gatiss est cofondateur de la société d'édition Black Hill Press. Il est intervenant à la Chapman University de Californie du Sud. Il est membre du collectif d'art urbain Uglar. Je ne sais pas comment on prononce Uglar, je ne sais pas prononcer. Donc il est gaffe. Uglarworks. Hein? Uglarworks. Uglarworks. Bon, c'est bien que vous le disiez. on va en rester là. Et il va nous parler aujourd'hui de son dernier livre qui est paru, qui s'intitule Le Système, qui a été traduit, qui est paru aux éditions Fayard et qui est traduit, tiens, j'ai pas noté le nom, bizarre, par Nadège Dulot. Voilà, et je crois qu'il fait partie d'une trilogie criminelle qui se déroule à Los Angeles. Il y a eu 6 jours parus aux éditions Fayard aussi en 2015 et toujours aux éditions Fayard en lieu sûr paru en 2019. Et donc le système que l'on va découvrir tout à l'heure. Et puis à côté de lui, il y a Jake Lamar. Alors Jake Lamar est né dans le Bronx, dans une famille afro-américaine, mais c'est le plus français des Américains. Il est devenu journaliste après des études de littérature à Harvard. Il a collaboré à Time Magazine pendant plus de 6 ans. Il vient en France en 1993 et il n'est jamais reparti. Hein, voilà, il vit chez nous. Il aime son pays natal, hein, il le dit, mais son pays natal le rend fou. Voilà, mais ça n'empêche pas d'écrire des histoires qui se déroulent là-bas. Et le livre dont il va nous parler aujourd'hui s'intitule Vipers Dim, traduit par Catherine Richard Mass, et qui a connu aussi une vie radiophonique sur France Culture. Voilà. Et puis à côté de lui, David Eska Wembley-Whedon, j'espère que je n'écorche pas trop le nom, qui va être interprété par sa traductrice, qui fait aussi l'interprète. Et Sophie, elle fait ça souvent. Elle est une grande fidèle aussi du festival America. Sophie Aslanides, membre... alors David Eska Wembley-Whedon est membre de la nation Lakota Sikangu, c'est ça ?
Diplômé de l'Institut américain des arts indiens, il a reçu un doctorat de l'Université du Texas à Austin. Justice indienne est son premier roman. On va le découvrir tout à l'heure, donc traduit par Sophie, paru chez Gallmeister en avril 22. Et j'ai oublié de dire que vous aviez commencé une carrière d'avocat avant de vous consacrer à l'écriture. Donc c'est un milieu, le milieu de la justice que vous connaissez bien. Voilà, Renaud, oui. On y va ? Allons-y. Un très très beau plateau. Alors effectivement, 3 auteurs qui, chacun à leur manière, vraiment se rendent compte d'une réalité. Alors d'une réalité qui est souvent violente, où se mêlent trafic de drogue, mais aussi désir de justice. Et il est question aussi du système judiciaire et de son fonctionnement. Alors avec David Esca, Wembley Widen, là nous allons découvrir la vie au cœur d'une réserve indienne, une réserve indienne Lakota, dans le Dakota du Sud, dans l'Amérique d'aujourd'hui, avec Justice indienne. Avec Ryan Gatiss, on va remonter un peu le temps, puis on va faire un petit saut du côté de l'Ouest, puisque vous nous immergez complètement dans le quartier de Linwood à Los Angeles, et là en 1993, quelques temps après les émeutes d'avril 92, et ça a son importance, on en parlera. Et puis, avec Jake, on continue à remonter le temps et alors on retraverse le pays, puisque avec Viper's Dream, là, vous emmenez le lecteur à New York, et plus précisément dans le quartier de Harlem, le Harlem des années 30, 50 et 60. Et dans ce quartier, eh bien, Viper est un gangster, un dealer notoire. Vous allez nous raconter l'irrésistible ascension et l'inévitable déclin de ce Viper. Mais Viper n'a pas toujours été Viper. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce jeune homme de 19 ans est devenu Viper ? D'accord, merci beaucoup et merci d'être venu. Alors, mon protagoniste s'appelle Clyde Morton. Il a grandi dans le sud des États-Unis, à Alabama, et il arrive à New York en 1936 à l'âge de 19 ans avec le rêve d'être trompettiste. Et pendant sa première audition, il découvre qu'il n'a aucun talent. Mais il reste à New York et il est attiré, il est présenté à la marijuana. À l'époque, une vipère, un viper, un serpent, ça c'était l'argot parmi les musiciens de jazz pour des fumeurs d'herbe. Ça vient du son sur un joint, c'est comme un serpent. Et donc, c'était tout un argot, un code secret parmi les musiciens de jazz. Le titre du livre, Viper's Dream, est une chanson de Django Reinhardt. Et c'est-à-dire, c'est Viper's Dream, le rêve de la vipère, le rêve du fumeur d'herbe. Fats Waller a eu une chanson qui s'appelle If You're a Viper. Et donc, c'était tout ce code secret parmi les musiciens de jazz. Mon protagoniste, par une série de coïncidences, ils deviennent les plus grands fournisseurs d'herbe aux musiciens de jazz. Pour lui, c'est une façon d'aider les musiciens dans leur création, parce que peut-être c'est peu connu, mais les musiciens comme Louis Armstrong, ils ont fumé l'herbe tout le temps. C'était une drogue qui était connue par les musiciens de jazz bien avant le public général. Mon protagoniste, il est connu comme la vipère, the viper. Il est le grand fournisseur, mais il est un gangster avec un code moral. Et pendant les années 40, l'héroïne arrive sur la scène de jazz et Viper Morton, il est un dealer de l'herbe qui est complètement contre les dealers de l'héroïne. Il déteste l'héroïne, il déteste les utilisateurs d'héroïne. C'est interdit parmi ces dealers de dealer de l'héroïne. Il tue des gens qui dealent d'héroïne. Et c'est ça sa grande guerre, la guerre entre un dealer de drogue avec un code moral contre les dealers sans principe.
Alors ça, c'est toute l'ambiguïté de ce personnage qui est un personnage extrêmement attachant en fait, et notamment parce qu'il a ce code moral, mais en même temps, c'est quand même un gangster. Il est craint, et il est aussi aimé, il fait des choses aussi de gangster. Et ça, c'est ça qui est troublant, c'est qu'on s'attache à ce personnage-là qui, malgré son code moral, ne l'est pas tant que ça. C'est un assassin, hein? Et c'est un homme dur, mais l'histoire commence en 1961. Beaucoup est raconté en flashback, mais ça commence pendant la nuit de son troisième meurtre. Il a tué 3 personnes pendant 25 ans, chaque fois pour une raison spécifique. Et en fait, j'ai un ami, un auteur de roman noir qui s'appelle Karim Misquet, et il a dit que Clyde Morton, il incarne l'innocence du mal. Et j'ai adoré cette expression parce qu'en fait, il est toujours motivé par ses raisons, mais il fait des choses affreuses. Il a des remords quand même. Hein. Il a des remords, il a un code moral et des remords. Oui, et puis alors, vous évoquiez la structure particulière du roman qui effectivement se construit en flashback et qui part d'une soirée où un personnage... Mais je vais peut-être vous laisser présenter cette soirée parce que c'est une sorte d'examen de conscience en fait qu'il réalise avec ses 3 vœux. Oui. En fait, il y a beaucoup de figures réelles dans le livre. Et donc, l'histoire se déroule entre 1936 et 1961. Et donc, je raconte l'évolution du jazz pendant cette époque, de l'ère, de l'époque de big bands, de grands orchestres, de Duke Ellington et Count Basie, à travers le bebop, la révolution de Charlie Parker et Dizzy Gillespie, et finalement, pendant les années 50, une forme de jazz encore plus complexe par Miles Davis, Thelonious Monk, John Coltrane. Et pendant cette époque, cette dernière époque, les années 50, une grande mécène est arrivée sur la scène de jazz à New York. Elle s'appelle la baronne Pannonica de Königswarter. Elle existait en vrai. C'était une héritière de la fortune Rothschild. Elle a adoré le jazz et elle est devenue une mécène pour les musiciens de jazz. En fait, Charlie Parker est mort dans sa suite dans l'hôtel Stanhope. Et après cette tragédie, elle a acheté une grande maison à New Jersey qui est devenue une espèce de refuge pour les musiciens de jazz. Et Pannonica, il y a plusieurs chansons écrites pour elle. La plus connue est par Thelonious Monk, une chanson qui s'appelle Pannonica. Et en 1961, elle a commencé à poser une question aux musiciens de jazz. Si on t'accordait 3 vœux, que souhaiterais-tu? Et elle a écrit leur réponse, elle a pris des photos de jazzmen et elle pose cette question à Clyde, la vipère Morton, la nuit de son 3e meurtre. Et il réfléchit et il commence à réfléchir sur ces 3 vœux. Il sait que la police arrive bientôt parce qu'un flic pourri sait que ce que Clyde a fait ce soir-là. Et donc, pendant 2-3 heures, il est là, dans la maison de Pannonica de Königswarter, dans une réflexion sur sa vie et ses 3 vœux. Alors, vous découvrirez ces 3 vœux à la toute fin vraiment du livre. Je me garderai bien de vous les révéler. Je voulais revenir un peu, parce que ce qui est passionnant aussi, c'est que le livre raconte aussi finalement l'histoire du jazz, puisqu'on est dans les années 30, 40, 50, vous l'avez très bien dit. Raconter l'histoire du jazz, c'est forcément raconter en parallèle l'histoire des États-Unis et l'histoire de la mafia, en fait. Les 3 histoires sont convergentes. Oui, et sur la question de la drogue, en fait, ça parle des origines de la culture de la drogue aux États-Unis. Pendant les années 30, c'était juste les musiciens de jazz qui étaient les grands utilisateurs de marijuana.
Pendant les années 50, c'était découvert par les acteurs à Hollywood, par les beatniks dans Greenwich Village, les proto-hippies. Pendant les années 60, c'est devenu assez commun. Mais l'origine de cette drogue était dans la communauté des musiciens, surtout noirs, du jazz. C'était la même chose avec l'héroïne. Pendant les années 40, c'était surtout les musiciens de jazz qui ont utilisé l'héroïne avant que c'était introduit dans un plus grand public. Le rapport avec aujourd'hui est qu'aux États-Unis, maintenant, la marijuana est légalisée dans moitié des États aux États-Unis. En même temps, il y a une épidémie de l'héroïne. Ça a commencé avec l'addiction sur les opioïdes et les gens qui ne peuvent pas trouver les médicaments, les opioïdes, tournent vers l'héroïne. Et donc, Viper Morton, comme la plupart d'Américains aujourd'hui, ils trouvent la marijuana acceptable. Et l'héroïne est un danger mortel. Et ça, c'est le rapport entre l'époque de mon livre et nos jours. Alors, une dernière question, je voulais revenir sur le côté écriture. Maët a évoqué l'existence de cette histoire de manière radiophonique, en fait. Comment est-ce qu'on travaille un texte pour un roman, un texte pour une fiction radiophonique? Comment ça se goupille tout ça? Oui, en fait, le projet a commencé en tant qu'un roman. Et comme beaucoup de romanciers, je suis curieux de savoir si mes collègues sont les mêmes. Je travaille avec un plan, un outline. Et j'ai un grand plan pour chacun de mes romans. Et j'avais un plan pour un roman sur cette figure, Clyde Morton. Mais j'ai travaillé sur une adaptation d'une pièce de théâtre que j'ai écrite, qui s'appelle Brothers in Exile, qui est toujours disponible sur le site France Culture. C'est une pièce sur la relation entre Richard Wright, James Baldwin et Chester Himes à Paris. Et pendant cette adaptation, j'ai découvert que Radio France a le droit de diffuser n'importe quel numéro que tu peux nommer. Et quand j'ai découvert que Radio France avait cette liberté, j'ai décidé de faire une version radiophonique de l'histoire. Et donc, j'ai écrit tout un autre plan pour une série radiophonique, 10 épisodes, 25 minutes par épisode. Et j'ai écrit dans le scénario les sélections musicales. Et donc, je peux dire à ma réalisatrice, en ce moment, on entend Prelude to a Kiss de Duke Ellington, enregistrement de 1957 avec Johnny Hodges au saxophone. Et elle peut dire, d'accord, OK. Et donc, on a fait un enregistrement, 50 acteurs, 35 acteurs noirs. C'était diffusé 2 fois, en 2019 et 2020. Et il y avait 100 morceaux dans cette série, de Duke Ellington au Thelonious Monk. Après que j'ai écrit le scénario, mon éditrice chez Rivage Noir, Jean Guillaume, a dit qu'on a parlé d'un roman. Et donc, je suis retourné au plan du roman. Et en fait, c'était, pour moi, ils sont 2 animaux différents. Bien sûr, une pièce radiophonique est dominée par le dialogue. Dans le roman, il y a toute une voix littéraire qui n'existe pas dans la version radiophonique. Et je pouvais plonger plus dans l'histoire de Harlem, les descriptions de Harlem, l'histoire de l'évolution du quartier pendant ces 25 ans. C'était beaucoup plus complexe qu'un scénario pour la radio. Et donc, pour moi, ils sont vraiment 2 ouvrages différents. Est-ce qu'il y a une suite prévue? Parce que ça s'arrête aux années 60, mais le jazz continue aussi. Oui, pour moi, oui, le jazz a changé énormément à mes yeux, ou à mes oreilles, après la mort de John Coltrane en 67, je pense qu'il est mort en 67. Et Coltrane était le pionnier du free jazz. Et après la mort de Coltrane, la musique est devenue
moins populaire pour le grand public, un peu plus ésotérique. Il y a des grands artistes comme Archie Shepp et des autres, mais cette période dont je parle dans le livre, on voit une évolution hallucinante de l'époque de Basie et Duke Ellington jusqu'à Thelonious Monk et Miles Davis. C'est 25 ans, c'est extraordinaire, cette période. Et oui, le jazz a continué. Ça a pris plusieurs autres formes depuis les années 80. Wynton Marsalis et l'orchestre de jazz à Lincoln Center, ils sont devenus plus populaires, mais la musique est devenue un peu comme la musique de musée à Lincoln Center. C'est un peu quelque chose qui doit être apprécié comme quelque chose précieux. Soit là ou soit le free jazz qui ne trouve pas une vraie popularité. Donc, je pense qu'il y a un dynamisme qui n'est plus là. Mais la période dont j'écris, pour moi, c'était une période beaucoup plus dynamique dans l'évolution du jazz. Merci Jake. Alors on va délaisser la côte est pour partir sur la côte ouest. On va changer la bande son avec Ryan Gattis. On va laisser tomber le jazz pour se concentrer peut-être plutôt sur du gangsta rap, je pense. Avec donc le système, le livre de Ryan Gattis. Là, nous sommes en décembre 93 à Linwood, le quartier de Los Angeles. Une dealeuse est abattue devant chez elle. Un junkie est témoin de la fusillade. Il va la sauver. Il va récupérer l'arme du crime, mais cette arme va tomber dans les mains d'un agent de probation absolument véreux qui va la cacher dans la chambre d'un jeune homme qui s'appelle Jacob, qui est innocent. Or, ce Jacob va être accusé du meurtre, et ce Jacob est l'ami de Wizard, qui lui est membre d'un gang et lui est le coupable. Alors les deux vont être jetés en prison et Jacob va être obligé de garder le silence et lier finalement son destin à celui de son ami Wizard. Vous avez dans le livre de Ryan Gattis toute la chaîne judiciaire qui va vous être racontée, à partir de la fusillade vraiment jusqu'au procès des deux suspects. Et au fil comme ça de quelques jours, de quelques semaines, en fait, c'est toute la justice, toute la chaîne comme ça de la justice pénale que va disséquer Ryan Gattis avec un regard quasi sociologique. On peut peut-être commencer cette discussion avec justement le terme « le système ». Il y a une page en exergue du livre qui explique au lecteur que ce système en question, c'est le système pénal américain. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment fonctionne en quelques mots ce système et surtout préciser en quoi, en 1993, il y a une bascule qui se fait? So the primary system that's discussed in the book is the criminal justice system in the United States. So it's essentially what happens when someone commits a crime, is picked up by law enforcement, a lawyer, in this case a district attorney, decides to charge these crimes after the police gather enough evidence to potentially try it. And then it's the folks who've been accused of the crime advance to an incarceration environment, so they go to jail. Donc le système primaire est le système de la justice criminelle. Donc tout d'abord, ce qui se passe, c'est qu'il y a un crime. Ensuite, la police fait son enquête, découvre l'auteur du crime, qui ensuite prend un avocat. La personne est ensuite chargée avec le crime, donc accusée. Il y a un rassemblement de preuves, etc. Et puis ensuite, ces accusés entrent dans le système carcéral. There's an arraignment where the charges are read against both defendants, in which case one is innocent, one is guilty. But the one who's innocent is a lower tier gang member, and he's told, if you want to be safe in an environment in the jail system in Los Angeles in the 1990s, you have to do what I say. You have to play the game. Because the highest likelihood that the older gang member has of getting away with the crime is if the cases stay linked together. And so any possible innocence that's connected to Dreamer
can rub off on his case and potentially create a reasonable doubt. Alors, ce qui se passe ici, c'est que donc ils sont accusés du crime et donc ils sont deux ensemble. Il y en a un qui est innocent et l'autre qui est coupable. Mais celui qui est innocent est un membre du gang d'un très bas niveau et on lui dit si tu veux plus ou moins rester en vie quand tu es en prison, tu as intérêt à faire ce qu'on te dit de faire. Parce qu'en gardant ces deux cas liés, le fait de l'innocence de l'un peut jeter un doute raisonnable sur la culpabilité de l'autre. Now, there are a few more steps involved, and I'll skip them. But ultimately, what we have are two gang members who don't have the financial means to pay a bond and leave prison. In one case, Wizard, there is no bail for him. He can't leave jail because he's committed various crimes in the past. And the likelihood of him committing more crimes is too high for the judge to even pick a number for him. And eventually, we have to proceed to the trial. But I think the thing that's interesting about the book, especially, and this is grounded a bit in my research with former gang members, specifically of this era, is that as much as it's an explication of the criminal justice system, it's also an explication of street justice. And in one case, there's a young man who had nothing to do with the gang. At the beginning, he was a wannabe, and yet he is recruited to find out how did that gun move from the place where it was dropped, and they know it was dropped because Wizard committed the shooting. How did it move to implicate Dreamer? And so now you have a street detective who has to figure things out, and ideally, we barrel to a conclusion where we will get a version of courtroom justice and street justice side by side. Alors, il y a plusieurs étapes dans le roman, je vais en sauter quelques-uns, mais grosso modo, il y a donc deux membres de gang et ils n'ont pas assez d'argent pour payer la caution et se faire libérer. Et de toute façon, dans le cas de Wizard, il n'est pas question qu'il y ait une caution parce qu'il a commis trop de crimes et le juge sait qu'il y a trop de risques. Ensuite, il y a le procès, et ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai pu faire pas mal de recherches avec justement un membre d'un gang de Californie. Et ce qui m'intéressait, c'était autant d'expliquer le système judiciaire américain que le système de justice dans la rue, au sein des gangs. Et puis ensuite, il y a un jeune homme qui n'était pas du tout membre du gang, mais qui avait envie de l'être. Et on le charge de comprendre comment il se faisait que l'arme qui avait été utilisée pour le meurtre se retrouve ailleurs, a été déplacée. Donc il est chargé de cette enquête, une enquête de rue. Et en fin de compte, ce que je voulais, c'est qu'on trouve une justice aussi bien pour le système pénal que pour le système de la rue. Oui, ça devrait s'appeler Les systèmes, en fait, votre roman, puisqu'on décortique le système judiciaire pénal, vous l'avez compris, mais aussi le système des gangs, comment ils fonctionnent, quels sont leurs codes. Et il faut parler aussi du style, enfin de la construction même du livre, puisque c'est un roman choral, vous n'avez pas de narrateur omniscient qui vous raconte l'histoire, mais une succession donc, de chapitres, et chaque chapitre donne la voix à un des 12 personnages qui interviennent donc, tout au long de l'histoire. Donc il y a effectivement les personnages dont on a parlé, Jacob et puis donc c'est Dreamer et Wizard, mais vous allez avoir également donc, les différents juges, etc. Je voulais vous demander quelle est votre méthode, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait énormément d'entretiens en amont, de rencontres, et que si chaque chapitre donne la voix à une personne, c'est une voix que vous êtes allé rencontrer auparavant. Is this a voice I met beforehand? No, I think in so many ways it's a cumulative resonance that comes from having sat down with so many people over the years, and that started with the research I did for Séjour.
And that carried through to En lieu sûr, and to now. I've maintained, all the connections, but I think what's fascinating about a book like The System is I really wanted to have an opportunity. I was terrified, I didn't think I could do it, but I wanted to tell a story of multiple defendants, both lawyers, so you can see their tactics for how they're trying to keep their client free or send this person to prison, as well as the villain's point of view, the person who moves the gun, and as well as the street detective. And I think it was also really important to tell the story of the victim, so the person who gets shot in the opening sequence. And so often, I think, in American TV and film, we never go back to that. It's an inciting incident, and there's not necessarily a care given. But keeping the humanity of that character intact, having her return as a narrator somewhat later in the book, because she'll play such a massive role in the trial, was extremely important. Et c'est plutôt une accumulation de voix et de résonances, parce que j'ai passé énormément d'années à faire des recherches, notamment pour le livre 6 jours, et j'ai toujours continué. En fait, je reste toujours en contact avec ces personnes-là. Et moi, vraiment, ce que je voulais faire, c'était de raconter le point de vue de plusieurs personnes, notamment les avocats de défense. Donc, il y a 2 avocats différents. Il y en a un qui essaie, enfin, les 2 essaient d'innocenter leurs clients et parfois en voulant charger l'autre, pourquoi pas. Il y a aussi le point de vue du méchant, donc celui qui a effectivement déplacé l'arme. Il y a ensuite celui qui enquête, l'enquêteur de rue. Et puis, très important, j'ai voulu absolument donner voix à la victime, qui est morte dans les premières pages, mais qui joue un rôle extrêmement important lors du procès. Et je trouve que vraiment trop souvent, on ne donne pas la voix à la victime. Les romans de détectives, ils commencent avec un meurtre, mais on ne connaît pas la personne qui a été tuée. So just jumping back to the question of process, I think I have one thread that goes all the way through, and then I decide which narrator might be most interesting to delegate that portion to. Because ultimately, it's about providing the reader with as many puzzle pieces as possible. So that in many cases, I think the thrill, the drama of the thriller, is that the reader often knows who the villain is before other characters do. And that accelerates the plot. It's also extremely fun to write and hopefully to read. But more importantly, the reader can make up their own minds about who they believe and who they think is perhaps the most righteous in the entire scenario. Alors pour revenir au procès, en général, j'ai un seul fil rouge et ensuite je regarde quel serait le personnage le plus intéressant pour raconter chaque bout du fil. Ce que j'aime faire, c'est donner au lecteur autant de pièces du puzzle que possible. Parce que je pense que pour un lecteur, le plaisir, c'est vraiment d'arriver à savoir un peu qui est le coupable avant même les autres personnages dans le livre. Moi, je trouve ça très amusant à écrire, j'espère que c'est amusant à lire, mais c'est au lecteur de décider où est la justice. Oui, c'est exactement ça, toutes les données sont là, et c'est au lecteur, à vous de faire son idée. Alors, il faut savoir que vous poussez aussi le réalisme et la véracité, en fait, jusqu'à reproduire dans le livre des documents judiciaires. Il y a une déposition, il y a la déclaration sous serment, il y a le mandat d'arrêt aussi. Alors, est-ce que c'est une volonté, là aussi, d'immerger complètement le lecteur ? Ou alors, je me suis demandé si c'était pas cette piste-là aussi, si c'était pas de montrer la voix de la loi, par exemple, avec un L majuscule, qui serait très, très froide, factuelle, enfin quelque chose de déshumanisé, en regard, en fait, avec toutes les voix de ces personnages et qui représentent, eux, le genre humain. Initially, when I started doing research for 6 jours, I was very focused on telling stories around the lawlessness of the LA riots.
And yet the more people I spoke to, especially those who had been incarcerated in that era, they said, you know, the jails were a whole different story in that time and the way that the gangs operated, and that was worth writing about as well. Now, I'm married to a lawyer who used to work for the DA in Los Angeles, criminal lawyer, and her standards of what it is acceptable for me to write are exceptionally high. So it was extremely important to reproduce as faithfully as I could documents that one might find in a trial. Because at the end of the day, to be perfectly frank, some of my most terrifying readers are people who do these things professionally, whether it was former gang members who were at one point professional criminals, or lawyers, law enforcement, parole agents. I spent over a year with a parole agent who took me to almost every single jail and prison that is visited in the book. And it was incredibly important for me to stand in these places, feel them, but also see the obstacles, feel what it's like to be contained. Hear an iron door of a sally port close behind you, breathe the recycled air in these centers, and start to genuinely walk my characters through there and really try to find the human heart. Alors au début, quand je faisais mes recherches pour le roman 6 jours, j'ai lu énormément d'histoires sur le fait qu'il n'y avait pas de loi ni de justice pendant les émeutes à Los Angeles. Mais finalement, avec les recherches, j'ai parlé avec pas mal de participants qui m'ont dit non, vraiment, les prisons à l'époque étaient totalement différentes. Et c'est ça qu'il faut décrire. Et bon, il se trouve que ma femme est avocate et elle a des standards extrêmement sévères sur comment on peut décrire ça. Donc, si j'ai inclus des documents, c'est parce que j'avais des lecteurs extrêmement difficiles. Parce qu'effectivement, parmi mes lecteurs, il y a des professionnels. Donc, il y a les avocats, il y a aussi les membres des gangs, il y a les agents, il y a les agents de police, etc. Et donc, moi, je voulais que ce soit aussi vraisemblable que possible. Donc, j'ai visité la plupart des prisons dont je parle pour vraiment sentir ce que ça fait quand la porte se ferme, le bruit que ça fait, l'odeur qu'il y a de cet air qui est l'air vicié. Et tout ça pour voir le parcours finalement du cœur humain. Alors en fait, on pourrait passer 1 heure sur chacun des personnages parce ils ont tous une épaisseur, une histoire, ils ont tous des zones d'ombre, des bons et des mauvais côtés. C'est des personnages très complexes. Alors malheureusement, on va pas avoir le temps, mais il y a peut-être un lien qu'on peut faire. Merci beaucoup, Ryan Gatiss. Un lien qu'on peut faire peut-être avec David Esca, Wemble Wayden, c'est à travers un personnage qui s'appelle Angela, qui habite le quartier, et qui voudrait à la fois partir et à la fois n'y arrive pas. Et ça, c'est l'attachement à un lieu, le rapport à une identité, qui est une des thématiques également qu'on retrouve chez David. Alors on va en parler tout de suite. Le Justice indienne, alors autant avec Ryan Gatiss, on était peut-être dans le côté comme ça roman noir, on l'a dit, quelque chose de très, très factuel. Avec David Esca, Wemble Wayden, on est vraiment dans le polar hard-boiled, j'allais dire, amétien, peut-être plus chandlerien qu'admétien, si on peut dire, au cœur donc d'un endroit particulier qui est la réserve indienne de Rosebud dans le Dakota du Sud. Le lecteur est complètement immergé dans le quotidien de cette réserve, aux côtés d'un personnage qui est un personnage assez attachant également, qui s'appelle Virgil Wooden Horse. Et c'est un personnage un peu particulier. La première scène, je dévoile rien du roman, mais la première scène du roman, les premières pages, vous êtes vraiment au cœur de l'action avec une scène inaugurale qui est assez marquante et qui permet, je trouve, de bien mettre en place les enjeux et les différentes thématiques du livre et de ce personnage de Virgile. Ce personnage de Virgile, il rend la justice en fait dans la réserve pour quelques billets. C'est une sorte de justicier autoproclamé. Et donc il n'hésite pas à jouer les gros bras, à utiliser la violence. Il explique d'ailleurs qu'il est payé $100 par dent, qu'il ramène
à son commanditaire. Et dans cette scène, eh bien, on le voit passer à l'action et proprement casser la figure à un autre personnage qui s'appelle Gub Yellowhawk, qui est professeur de sport à l'école, qui est accusé de viol sur mineur et qui n'est absolument pas inquiété par la justice. Alors, on peut commencer cet entretien tout de suite par ces spécificités, en fait, les particularités juridiques du système judiciaire américain et surtout sur les réserves indiennes. Well, hello. First of all, I want to say that it's my first time to France, and I am in love with your country. It is fantastic. I love it here. I will be back. I promise you that. And I'm so honored to be here with these writers and these panelists and my wonderful translator. It's truly my honor, and all of you readers who are supporting American literature. I cannot thank you enough. Let me tell you, though, let us move from France, and I want to tell you about the Rosebud Indian Reservation and the United States of America. For 300 years, the American government has tried to kill us, has tried to wipe out every single American Indian. First, they stole our land. Then they took our children and sent them to schools where our children would be raped and abused. Then they enacted policies to make sure that we could not practice our religion. And now the racism and injustice continues today. And that is why I wrote the book. For 30 years, there has not been a novel written by an American Indian author published by a big New York house. Let me stop there, and I want to talk a little bit more about the justice system. Bonjour à tous. Faut d'abord que je vous dise, c'est la première fois que je viens en France et j'adore votre pays. Soyez-en certains, je reviendrai. Je suis extrêmement honorée d'être ici aujourd'hui avec ces auteurs merveilleux et avec vous, lecteurs qui soutenez tellement vigoureusement la littérature américaine. Je vais vous parler un peu de Rosebud. Il faut que je vous précise d'abord, ça fait 300 ans que le gouvernement américain essaye de nous faire disparaître. Ils ont commencé par nous prendre nos terres, ensuite ils nous ont pris nos enfants, les ont mis dans des établissements scolaires en leur infligeant toutes sortes de violences, y compris des viols. Ensuite, ils ont fait passer des lois qui nous interdisaient de pratiquer notre religion. Et la situation aujourd'hui, c'est une situation où l'injustice et le racisme sont prédominants. Et ça faisait très longtemps qu'un auteur amérindien n'avait pas écrit un livre publié par une grande maison d'édition américaine. The criminal justice system on Native American reservations is broken. There are laws which forbid us from prosecuting violent offenders, rapists, murderers, child abusers. We cannot prosecute these crimes. We are independent Native nations, but we cannot prosecute them. We must call up the American government and have them prosecute these crimes on our lands. But the US government declines to prosecute 50% of all felony crimes, and the offender is free to go. This is an outrage, and this is why we have vigilantes like my character, Virgil Wounded Horse, who will come in, and for $100 for each tooth and each bone that they break, they will get justice. If someone harms your child or your sister or your mother, and you cannot get justice from the American government, you will turn to a vigilante. And that is the story of Winter Counts, or Justice India. Le système de la justice sur les réserves est complètement brisé, complètement déliquescent. Nous avons des lois qui nous interdisent de poursuivre les gens qui commettent des crimes majeurs, les violeurs, les meurtriers. Nous n'avons pas le droit de les poursuivre, nous devons faire appel à la justice des Blancs. Et en fait, dans 50% des cas, ça ne les intéresse absolument pas. Et les meurtriers, les criminels courent toujours. C'est pour ça qu'il y a des personnages comme Virgil, donc des hommes de main, auxquels on fait appel quand son enfant, sa fille, sa sœur a été victime d'un crime. Et il n'y a aucune évolution sur ce côté-là, sur le côté judiciaire, depuis 1880, si j'ai bien noté. That's right. Since this law was passed in 1865, called the Major Crimes Act, and it is a law designed to hurt Native Americans and deny us our independence and our sovereignty.
There has been no change since 1865. The injustice and the racism continue. The American government wishes nothing more than to see us continue to be the victims of crime, injustice, and racism. Again, I use this word again, it is an outrage against Native Americans the way that we have been treated by the American government. Hopefully, though, the book has created something of a national dialogue in the United States. C'est exact. Cette loi a été votée en 1865. Elle s'appelle le Major Crimes Act. Le but est évidemment de nous priver de notre souveraineté et le gouvernement américain ne veut qu'une chose, c'est que ça continue et que le racisme et l'injustice prolifèrent. Mais heureusement, depuis la sortie de ce livre, il y a des choses qui bougent. Si on revient à ce personnage de Virgile, il va être confronté un petit peu malgré lui finalement à la découverte d'un réseau de drogue. Enfin, la drogue se répand sur la réserve et il est appelé à la rescousse pour essayer de régler le problème. Bon, on le voit des Appalaches de Ron Rash à la frontière de Don Winslow. C'est un véritable fléau que celui de la drogue. Comment ça s'est développé de manière peut-être plus spécifique sur les réserves indiennes ? On reservations in the United States, we do have a drug problem. For years, it was methamphetamine. Then, it became heroin. Most recently, it has become fentanyl. My book, Justice Indienne, Winter Counts in English, Virgil, my hero, Virgil Wounded Horse, is asked to stop the heroin that is coming onto the reservation. But he declines at first. He declines. He says, I am a vigilante. This is outside of my area. But his 14-year-old nephew, Nathan, has a problem and overdoses. Virgil then decides to take on the drug problem, and that is where the book leads us. I wish that the drug problem were just fiction. Sadly, it is not. Drugs have infiltrated every part of every reservation in the United States, and the American government must do more to help our people. These drugs are killing us. Oui, sur les réserves, on a des problèmes de drogue. Au début, c'était la meth, ensuite c'était l'héroïne, maintenant c'est le fentanyl. Dans mon livre, Virgile est interpellé pour essayer de localiser et démanteler un réseau de trafic d'héroïne. Au début, il dit non, c'est pas mon boulot, moi je suis juste un homme de main. Et puis son fils adoptif, Nathan, son neveu, 14 ans, fait une overdose et là, il prend la mission. Alors, je préférerais que tout ce problème de drogue n'existe pas. Et je suis bien obligée d'avouer qu'il est très, très répandu et je voudrais que le gouvernement fasse un peu plus pour nous aider. Alors, il est question, enfin, une des thématiques du livre, c'est effectivement la justice, comment rendre la justice dans ces conditions, dans ce monde, comment protéger les innocents, puis la frontière entre la justice et la vengeance, qui n'est pas toujours très, très claire. Et puis, il y a une autre thématique qui est celle de l'identité. Et j'en reviens justement à ma scène inaugurale, puisque là aussi, je trouve que c'est intéressant, puisque on s'aperçoit que Virgile est un sans-mêlé, et puis alors qu'il en a absolument rien à faire des valeurs, des traditions indiennes, et il est confronté à ce fameux Yellow Hawks qui, lui, donc, on va dire, est le méchant quoi, dans l'histoire, hein, le violeur, etc. Et lui, c'est un traditionnaliste, il se comporte comme un vrai Lakota, donc on voit bien voilà, cette rupture en fait entre les deux. Well, first of all, my words sound so much more beautiful in French. Wonderful. Let me explain one of the themes of the book. One of the themes of the book is identity. Virgil Wounded Horse is an Ayesca in our language, which means half-breed. If you go to the reservation and you call somebody an Ayesca, you're looking for a fight. Okay, it is not a nice word. Virgil Wounded Horse rejects being Indian, rejects being Lakota. He is a broken man. He is divided. He is flawed. But over the course of the book, he learns that the only way to heal himself and his community is to embrace all facets of his identity. And by doing so, he can fix himself and also try to fix the community. Even though my book deals with Native Americans, I believe or I hope that this theme
resonates with all of us. Oui, l'identité, c'est un grand thème du livre. Virgile, c'est un sang mêlé, c'est un Iaska, et quand vous prononcez ce nom sur la réserve, ce mot, c'est une insulte. Virgile, il est très tiraillé. Dans un premier temps, il rejette toute la partie Lakota de son identité. C'est quelqu'un qui est au départ un homme brisé, et au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, il apprend que pour grandir et pour finalement exister pleinement, il faut qu'il réconcilie ces deux parties de lui. Et c'est seulement à ce prix qu'il pourra aussi aider sa communauté. Et j'espère que c'est un thème qui vous touchera tous. Alors effectivement, c'est un homme en colère aussi, hein, c'est un personnage en colère. Et ce qui fait la force aussi du livre, c'est il mène l'enquête, mais il mène aussi une sorte de quête intérieure autour de voilà, son identité, de lui-même, de trouver sa place là-dedans, et qui va l'amener d'ailleurs à avoir un nom. Ça, c'est aussi un symbole très fort. Puisqu'il y a à la fois l'enquête et la quête personnelle, et cette quête personnelle va l'amener à avoir un nom. Et j'expliquais qu'il y avait à la fois lui l'enquête, mais il y a une quête qui est plus personnelle pour Virgile, pour arriver à trouver sa place dans ce monde-là, et qui va l'amener à avoir un nom. On va lui donner un nom, enfin, à la fin du livre. Yes. So Virgil Wounded Horse does go on a quest. He must save his nephew, who has been set up and wrongfully accused of selling drugs. He must help his community that is being beset by the terrible poison of heroin, and he must heal himself. And so he goes on this quest, and along the way there are many diversions. They go to Denver to a marijuana shop. There is also a diversion about indigenous food. Indigenous food is having a renaissance in the USA. But by the end, Virgil acknowledges his Lakota identity, and he is given a spirit name. And this encapsulates his journey. My spirit name is Cheska Wambli, which means mountain eagle. My spirit name was given to me by a medicine man at ceremony. Virgil also receives his spirit name at the end of the book, and that shows that he is finally healed. Oui, Virgile part dans cette quête qui a plusieurs buts. D'abord, il veut sauver son neveu qui a été piégé, aider sa communauté et puis se reconstruire lui-même. En chemin, il va aller à Denver, il va rentrer dans une boutique qui vend de la marijuana et puis il va rencontrer la nourriture indienne, la cuisine amérindienne qui revient en ce moment beaucoup à la mode. Et à la fin du livre, on lui donnera son nom spirituel. Alors mon nom spirituel, je ne me risquerai pas à le prononcer, mais c'est l'équivalent, c'est Mountain Eagle en anglais, donc aigle des montagnes, et il m'a été donné par un homme médecine lors d'une cérémonie spirituelle. Et c'est effectivement à la fin du livre, quand Virgile reçoit son nom, qu'il est pleinement reconstruit. Je crois que nous sommes arrivés à terme, Oui, c'est ça? oui, Ce hélas, voyage dans il faut s'arrêter. Narco-América. Mais je pense que ça vous aura donné envie de découvrir les livres parce qu'ils sont absolument formidables. Celui de Ryan Gattis, Le Système, paru aux éditions Fayard, et qui montre à quel point le système est un broyeur, même pour les rêveurs. Le livre de Jake Lamar, Viper's Dream, paru chez Rivage Noir, et qui est un roman avec une bande-son, on peut le dire ça comme ça. Et puis Justice indienne. Alors pour finir, Justice indienne de David S.K. Wambly-Whedon. Pour finir, je voudrais juste citer une phrase. Il n'y a pas de mot pour dire adieu en Lakota. Alors je vous dis à tous au revoir. Merci beaucoup.